la Marine nationale, ancien instructeur des commandos marines, Marius est désormais bien connu du grand public depuis son rôle dans le film Force spéciale et sa participation à l'émission d'M6 Garde à vous. Bonjour Marius. Bonjour. Bienvenue sur mon divan. Merci, il est confortable. J'imagine. Peux-tu me parler de ton enfance, s'il te plaît? Moi, une enfance un peu chaotique, on va dire. Famille nombreuse, frères et sœurs. Et puis moi, tout jeune après, je pars 2 ans privé de tout le monde à l'assistance, où je suis un peu éduqué par les bonnes sœurs. Tu avais quel âge à ce moment-là? Écoute, je pense que je devais avoir aux alentours de 6-7 ans, puisque c'était pratiquement au niveau scolarité, c'était le CP, quoi, CP et CE1. Donc, privé un petit peu de repères, le fait de dormir dans un dortoir avec plusieurs personnes, et souvenir que je raconte dans mon livre, c'est la bonne sœur, puisqu'à l'époque, on avait un petit peu des accidents quand on faisait pipi au lit, ça, je me souviens de ça. Et elle venait avec une espèce de grosse seringue qui, à l'origine, maintenant avec le recul, devait servir à des lavements. Et puis elle nous menaçait avec ça en disant: celui qui pisse au lit, demain c'est la piqûre. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu traumatisé un certain temps, où je me remémorais ces faits-là. Et je pense que ça m'a un petit peu cabossé dès l'enfance. Quels impacts ça a eu sur toi, ce moment-là de ton enfance? Je pense que ça m'a impacté quand même. On sort un petit peu cabossé parce que le cerveau humain, et surtout quand on est enfant, on est des éponges. On prend tout au premier degré, il n'y a pas de filtre. Comme un enfant, il va avoir la manière de te parler et de dire exactement ce qu'il pense. Des fois, ces anecdotes, c'est souvent marrant. Mais quand un gamin est à côté de toi qui te dit tu sens pas bon de la bouche, il va dire tu sens pas bon de la bouche, il prend pas de filtre. Et quand on est gamin, qu'on reçoit ça en pleine figure, on le prend au premier degré sans filtre. Et puis, je pense que ça te cabosse un petit peu, quoi. Le fait de ne pas comprendre, moi je suis d'une autre génération, et les parents étaient moins enclins à discuter ou à exposer. Peut-être qu'aujourd'hui dans notre société on parle un peu trop sur toutes les choses. Mais moi à cette époque-là, c'était la loi du silence, qu'on ne parlait pas. Il n'y avait pas de rapport vraiment dans l'éducation des enfants. C'était un ordre donné par l'adulte, et puis c'était comme ça, quoi. Il n'y avait pas de discussion possible. Tu as parlé d'être cabossé à ce moment-là. Comment ça a drivé le reste de ton enfance, ce passage? C'est pas ce passage qui a provoqué tout le reste. En fait, on a des choix dans la vie, qu'on les prend. Moi, après, ça a été une succession. J'avais des parents qui se disputaient. On était une famille nombreuse, donc il y avait beaucoup de problèmes, souvent liés déjà au départ sont souvent des problèmes financiers, donc ça crée des tensions. Et après, on se protège, on se met une espèce de coquille où on va sortir un peu plus souvent que les autres, on va traîner dehors. Et le fait de traîner dehors, on fait des rencontres, on fait des choses, on a l'impression qu'on n'est plus bridé, qu'on n'est plus bordé ou encadré. Et là, on peut partir à la dérive ou choisir les mauvais chemins. T'as manqué de certaines choses quand t'étais enfant, avec tes parents notamment? Non, parce que je peux pas dire ça. Je peux pas dire que j'ai manqué de choses, puisqu'il y avait... ils essayaient de faire beaucoup de choses pour nous. On a profité de tas de loisirs. Mais le problème, c'est que mon pauvre père, que j'ai perdu jeune, en fin de compte, en faisant ça pour céder indirectement, parce que moi j'ai fait ma propre analyse là-dessus, pour céder aux caprices de ma mère à l'époque, il s'endettait, quoi. Et la finalité après, quand tu arrives au pied du mur, qui est devant le mur, alors c'était une époque avec les fameux crédits revolver, et là j'ai un souvenir, c'est marrant, enfant de mon père, qui avait toujours plusieurs cartes bancaires, mais en fait ces cartes bancaires c'était des puissants fonds. Et du jour au lendemain, pour arriver à satisfaire la famille et pour montrer cette image de père qui subvient à tous les besoins du foyer, et notamment aux caprices de ma mère, ça a engendré une catastrophe financière. Et là, tu me parles de matériel, mais est-ce que tu as manqué d'amour, de reconnaissance, d'attention quand tu étais enfant? Est-ce que tu l'as ressenti ou pas?
Moi, j'ai ressenti surtout que c'était très fonctionnel. Aujourd'hui, on est dans une société où on a évolué et en fonction de ce que tu vas faire, est-ce que tu vas retracer toi sur ton propre chemin, il n'y a pas de recette miracle pour l'éducation. Moi, je viens d'une époque, comme je te disais précédemment, où on ne discutait pas, un ordre était donné, on l'exécutait, il y avait des directions qui étaient à prendre, le dialogue et la conversation, elle n'existait pas. Donc, ouais, peut-être que je pense que j'aurais eu peut-être un peu plus besoin de tendresse ou d'attention. Mais dans la finalité, quand tu prends du recul et que tu analyses ça, quand tu es une famille nombreuse, que tu n'as pas beaucoup de moyens et que tu es un peu comme ça, tu ne peux pas donner à chacun autant qu'il voudrait recevoir. Alors moi, je l'analyse avec ma façon de penser d'adulte et je me dis que ils ont fait ce qu'ils ont pu au moment où ils le pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. D'accord. Et comment s'est poursuivie ton adolescence ensuite? Mon adolescence, moi je prends les mauvais chemins. Je veux exister par moi, sauf que j'ai pas les bonnes fréquentations. Et je commence à mettre mon pied un petit peu dans la voyoucratie. Et je vais faire des bêtises, je vais pas fréquenter les bonnes personnes. Et en parallèle, la seule chose qui me sauve à côté, c'est que je suis un sportif. Et je vais boxer très jeune. Je vais faire beaucoup de sport avec une intensité autre. Et ça va me permettre de conserver au moins le côté sain d'esprit et de corps. Mais ce qui ne m'empêche pas à côté de faire les bêtises avec mes camarades. Qu'est-ce qui te pousse à faire ces bêtises? C'est les fréquentations? C'est un manque que tu as quelque part? Qu'est-ce que tu récupérais de ces actions que tu faisais? L'adrénaline. Moi, c'est ça qui m'excitait au quotidien. Le fait de faire quelque chose qui était peut-être hors la loi, mais qui te donne une espèce d'excitation et de force que tu ne vas pas trouver ailleurs. Et l'impression peut-être aussi d'exister par rapport aux autres. Moi, je fréquentais des personnes, j'étais un petit peu le plus jeune de la bande, mais j'étais le plus excité ou celui qui allait aller de l'avant et qui voulait prouver aux autres, en fin de compte, c'est à toi-même que tu te prouves, de quoi j'étais capable. Et là-dessus, je faisais pas ça, non pas pour un manque, mais vraiment pour l'adrénaline. Donc tu faisais beaucoup de sport, quelle boxe? Anglaise. Okay. Boxe anglaise? J'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe anglaise, et c'était quelque chose qui me permettait de m'évader aussi. En fin de compte, quand tu tires sur ton corps et que tu vas faire de l'effort physique, c'est un moyen d'évasion, quoi. Tu libères endorphine et compagnie, et c'est vrai que ça te donne un bien-être qui est mieux que toutes les drogues qui existent sur la Terre. Tu cherchais ce bien-être parce qu'à cette époque, il y avait des souffrances que tu voulais évacuer, des souffrances que tu voulais éviter? Souffrance non, mais quand tu es au sein d'un foyer où les parents se disputent souvent, tu cherches la fuite. La fuite, tu vas la trouver en sortant, en quittant ton foyer, en allant voir tes camarades. Et en fait, c'est une fuite, quoi. Je dirais le mot, tu affrontes pas. Et puis, c'est pas, t'as pas les armes pour affronter ce genre de choses. Alors, au début, nous, on était quatre enfants, une sœur aînée et moi-même, 2 petits derrière. Alors, au début, on essaye de s'interposer. Au début, on essaye de trouver des solutions. On a nos mots d'enfant, et puis à la fin, c'est la fuite. À la fin, dès que tu vois que ça va commencer à chauffer ou qu'il va y avoir de la dispute ou de la bagarre, tu quittes le domicile pour aller dehors et t'évader et pas subir ou voir tes parents se déchirer. D'accord. Ton adolescence se poursuit. Tu continues le sport. Est-ce qu'il y a eu un moment charnière dans ton adolescence? Alors, moi, j'ai un déclencheur. En fait, ce que j'ai pour moi, et c'est en toute humilité ce que je dis, c'est que j'avais beaucoup de réflexion. Et même si j'étais mal, ou je savais que je prenais le mauvais chemin, il me restait un fond de gamelle, si je peux m'exprimer comme ça, qui était lié à l'honnêteté, à la droiture, au respect. Et un jour, pendant une garde à vue un peu musclée au commissariat, dans la deuxième phase de ma garde à vue, où je suis tombé sur un inspecteur qui était jeune, sympathique,
et qui lui a su me comprendre et parler avec moi avec discernement. Il existait à l'époque le service militaire qui n'existe plus, bien malheureusement, c'est mon avis personnel. Et je n'avais pas fait l'armée. Et puis ces mots m'ont touché directement. Il m'a dit, soit tu vas devancer ton appel pour partir à l'armée, ou soit tu vas finir en prison ou au cimetière. Parce que j'avais pas beaucoup de choix. Quand on commence à fréquenter ce milieu-là, la voyoucratie ou autre chose, bah, les routes, elles sont bien tracées. Hein. Il n'y a pas de retraite là-bas, il n'y a pas de longue carrière, il faut le savoir. Hein. Et puis c'est un mauvais chemin. Et moi, ces mots ont résonné, ces mots m'ont touché. Et quand je suis sorti de ma garde à vue, il m'a dit, si tu vas de suite devancer ton appel, c'est ce que j'ai fait. Tu me ramènes le document comme quoi tu as fait les démarches. Il n'y aura aucune charge, aucune poursuite contre toi. Et puis j'ai eu peur et je l'ai fait parce que ces mots m'avaient touché. Pourquoi ça t'a touché ce qu'il t'a dit? Parce que c'était un adulte qui me parlait avec discernement. Il y avait une notion de respect. Juste avant, j'étais tombé sur un inspecteur qui m'avait mis un revers avec sa main et qui m'avait ouvert la lèvre supérieure. J'ai une tour Eiffel, on ne voit pas avec la barbe dessus, mais j'ai une belle cicatrice. Ça ne m'a pas empêché de lui remettre un tiroir dans la gueule. Mais voilà, ça c'est vraiment monté en puissance, toute cette violence. Et quand c'est redescendu, je suis tombé avec cet inspecteur jeune qui avait les bons mots et qui a su me faire comprendre simplement avec intelligence, avec dialogue, que j'étais vraiment pas sur le bon chemin et ce que l'avenir pouvait me réserver, que ça m'a touché. Et j'ai voulu respecter ces conditions et cette espèce de contrat qu'il passait avec moi, ce contrat oral. Hein. Et voilà pourquoi je l'ai fait. Quelqu'un avait déjà essayé de le faire auparavant? Dans ta famille ou d'autres adultes? Jamais? Honnêtement, pas vraiment. Non, pas vraiment. En fait, quand la famille s'est disloquée et que mon père est décédé, ma mère pouvait très bien se contenter, à cette époque-là, on va dire, d'un argent qui était facile, mais sans vraiment... Elle savait, parce qu'une mère, elle ignore jamais ce que font ses enfants, mais elle creusait pas, elle voulait pas chercher à savoir, et puis c'était pas bien facile pour elle aussi de s'occuper de 4 enfants toute seule. Donc je pense qu'elle ne cherchait pas à savoir. Et comment tu t'es senti quand le policier t'a proposé ça? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ben, j'ai ressenti une prise en considération. J'ai dit, pour une fois, on s'intéresse à moi par rapport à ce que je suis. J'ai eu du stress, j'ai eu peur. J'ai eu un temps de réflexion et je me suis dit, quel est mon avenir? J'avais 18 ans et demi, presque 19 ans. Je me suis dit, est-ce que c'est ça que tu veux? Je ne connaissais pas de vieux voyous. Je ne connaissais pas des gens qui avaient fait carrière et qui étaient, on va dire, sur le podium. Et comme je disais précédemment, j'ai toujours eu un petit fond de Robin des Bois, une espèce d'honnêteté, une envie d'aider le prochain. Et je savais bien que j'étais pas à ma place. Ça, c'est nos instincts d'animal qu'on a tous au fond de nous-mêmes. Et on est tous des animaux au départ et on l'oublie. Et moi, je le ressentais comme ça, il n'y a pas d'explication. Et donc, je me suis dit, ben, je vais le faire, je vais respecter, il faut que j'aille ailleurs. Je sentais qu'il fallait que je parte. Qu'est-ce qui se serait passé à ton avis si t'étais pas tombé sur lui? Je serais plus là. Je pense que j'aurais continué ma dérive jusqu'à l'extrême, parce que je suis un extrémiste. J'aime bien aller toucher du doigt et jusqu'au bout les choses. Extrémiste, perfectionniste. Et j'aurais été très très loin. Tu pars donc à ton service militaire. Et là, où est-ce que tu pars et comment tu vis ce changement de vie? Alors je pars à Lorient, c'est anecdotique parce que quand je pars là-bas et après ce rendez-vous à la caserne du Muy à Marseille où je devance mon appel, je ramène ce document au commissaire qui me dit « Ok, t'es libre ». Peut-être même pas une semaine après, je reçois un papier à la maison avec une convocation où je suis envoyé. Quand je suis parti là-bas, j'ai un souvenir vague de mon père qui avait fait la marine. Et j'avais trouvé un sac de marin dans le garage avec une caravelle dessinée, les bateaux des conquistadors avec dessiné sur le sac. Et effectivement, quand j'arrive là-bas, je devance l'appel. Le fait que tu devances l'appel, tu pouvais choisir le temps. Moi, je choisis le plus long. Je dis 12 mois réglementaires plus 12 mois, donc 2 ans, 24 mois.
et je choisis la Marine nationale. Quand je m'exprime avec le recruteur, il sait que je suis sportif, il me dit « Vous aimez bien bouger, le sport ?» Je dis « Oui », il me dit bah, « Ça sera fusil et marin ». Je lui dis bah, « Ça me va ». Et quand je reçois la convocation à la maison, c'est marqué une date de ralliement pour Lorient. Lorient, L-O-R-I-E-N-T. Lorient dans le Morbihan, la ville du Morbihan. Quand ça arrive chez moi, ma mère me dit « Tu pars à l'étranger, tu pars en Orient ». Donc, si tu veux, c'est anecdotique, mais moi, ça me fait sourire. Quand je pense ça avec le recul, je dis « Mais où je vais à l'étranger ?» Et en fin de compte, on se met sur la carte de France et puis on voit Lorient dans le Morbihan. Et on dit « Ok ». Et j'ai un souvenir de mon grand-père maternel qui était vivant à cette époque-là. Il m'amène à Marseille, à Perle Fourrure, c'était un magasin, et il m'achète une toque. Une toque que j'ai conservée, avec un espèce de chapeau qui ressemble à un chapeau soviétique. Et parce qu'il me dit là-haut, il fait très très froid. Donc c'est anecdotique, je l'ai toujours conservé, hein, je ne l'ai jamais mis. Hein. Je l'ai encore, hein. Aujourd'hui je l'ai encore dans mes affaires. Et voilà, et ça c'est quelque chose qui marque une vie. Et je pars à Lorient pour faire mon service militaire. Comment se passent tes premières semaines là-bas? Est-ce que, en arrivant là-bas, tu ressens la peur? Est-ce que tu ressens déjà une certaine fierté d'avoir fait ce choix-là? Alors, je pars comme un petit caïd des quartiers. J'ai sur moi un 22 Arminus modifié qui peut tirer, un 8 coups, à barillet. J'ai une grosse chaîne en or, je crois que j'ai une ou deux bagues sur les doigts. Et je prends le train. À l'époque, le train, c'était un périple pour monter en Bretagne. Marseille, Lyon, des couchettes. Enfin, nous, on n'avait pas les couchettes. Et on changeait à Lyon et après, on partait sur la Bretagne. Et c'est pas les semaines, hein, c'est le premier jour. Arrivé le premier jour à la gare de Lorient, un bus nous attendait là-bas. Il y avait un espèce de géant, je me rappelle, en tenue camouflée, qui nous appelait les filles. On est débarqué du train et les filles embarquées dans le bus. Et on arrive dans le bus, on rentre sur l'école des fusiliers marins, on fait tout le cheminement, on passe sur le côté latéralement, et là il y avait un grand gymnase qui s'appelle Priatech, depuis ça a été rasé. Hein. Je suis remonté quelques fois, ça n'existe plus. Et là, on descend tous du bus, on était environ, je ne vais pas dire de bêtises, plus de 80 personnes. Et le gradé nous dit, voilà, ici vous êtes dans le monde civil, vous allez passer dans ce couloir. Dans ce couloir, il y a deux grandes caisses. Dans ces grandes caisses, vous déposez ce que vous avez d'illégal sur vous, que ce soit de la drogue, des armes, tout ce que vous avez d'illégal. Quand vous avez traversé le couloir, vous avez déposé vos affaires là-dedans, de l'autre côté, vous êtes à nous et vous appartenez à la Marine nationale. Et j'ai trouvé cette image tellement valorisante, où on nous donnait encore une chance. Et sur moi, j'avais quelque chose d'illégal, puisque j'avais une arme sur moi. Je suis rentré dans ce couloir. C'était des grosses caisses avec le recul et maintenant et les années et mon expérience. Je sais que c'était des grosses caisses de grenades à fusil. Et assez conséquentes. Et quand j'ai penché mon nez au-dessus, il y avait tout là-dedans. Des bombes lacrymogènes, des couteaux, des matraques, des barrettes de shit. Ouais, j'en passe, c'est les meilleurs. Puis moi, j'ai sorti mon petit Arminus 22 et je l'ai posé délicatement dedans et je dis « C'est ta chance et tu recommences une nouvelle vie ». Et de l'autre côté, nous attendaient donc les instructeurs et nous attendaient aussi les gendarmes maritimes qui, là, allaient faire des fouilles et des palpations de sécurité pour voir si on avait joué le jeu et si on était, en fin de compte, si on avait compris le message. Et à 95% de toutes les personnes qui sont passées là-dedans, elles avaient compris le message et on s'était allégé de nos défauts civils, entre guillemets, quoi. Tu te sentais les plus léger à ce moment-là? Je me suis senti une autre personne. C'était, j'étais en train de retrouver mon moi et mon vrai moi, mais je ne le savais pas. Mais je n'étais pas jugé. L'apparence n'avait aucune importance. Et ni sur le plan physique, vestimentaire, on te donne une chance. Et ça, c'est quelque chose d'inestimable dans la vie. Et quand tu sais le recevoir et que tu sais le prendre et que tu sais t'en servir en toute réflexion, en toute intelligence, c'est des fenêtres qui s'ouvrent. Mais si on n'est pas capable de les voir et si on n'est pas assez ouvert, c'est pas une question d'âge ni de maturité. C'est à l'instant T, à un moment donné, et il faut savoir le faire et savoir le comprendre. Ouais, je me sentais quelqu'un d'autre. Ça commençait petit à petit. En fait, je me suis senti très très sale, très très longtemps. Et là, c'était un début de rédemption et je le débutais.
Comment se sont passées tes premières semaines et mois qui ont suivi dans la marine? Ah, je me suis senti dès le départ à l'aise. Comme j'avais des notions de boxe et tout ça, j'étais bien. On m'a de suite responsabilisé, on m'a mis responsable de la pistard, ça s'appelle, responsable de la troupe, des appelés sur lesquels on était. Et en fait, quand on a commencé nos classes, on était plus de 300, et c'est énorme. Ça s'appelle le cours du brevet provisoire, techniquement parlant. Et puis j'ai été responsable, et de suite, j'ai commencé à donner des ordres, à respecter ce que les consignes du gradé de l'époque. Et je me suis senti à mon aise naturellement. J'avais l'impression que j'étais dans mon élément et dans mon milieu. C'est ça qui est assez impressionnant, parce que je reviens un petit peu en arrière. Mon père avait fait l'Algérie et l'Indochine. Il était décoré pour ça. Et lors de discussions à table, quand j'étais adolescent, 14-15 ans, je me souviens de repas mouvementés où il me disait quand tu iras à l'armée, ça te calmera et ça te remettra dans le droit chemin. Et je lui répondais, je suis antimilitariste, je pisse sur les militaires. Là, c'était chaud bouillant. Il se levait, je prenais une calotte. Et puis, voilà, c'est pour ça que dans la vie, rien n'est jamais vraiment écrit ou acquis. Et il y a des fenêtres comme ça qui s'ouvrent. Il faut savoir saisir les opportunités. Et des fois, on est fait pour des choses sans le savoir. Et si on sait les recevoir, eh ben, c'est comme inné, ça vient tout seul. Et moi, je me suis trouvé de suite dans mon élément. On me donnait l'occasion de m'exprimer physiquement, gestuellement. J'allais faire du tir, des épreuves physiques, j'allais faire des tas de choses, mais dans la normalité et dans la légalité de mon métier. J'étais en train d'embrasser indirectement le métier des armes. J'étais fait pour ça, mais je ne le savais pas. Est-ce que tu peux dire que c'est la première fois de ta vie que tu as été vraiment reconnu à ta juste valeur? C'est pas à ce moment-là. Je fais mon service militaire très vite, j'ai une belle opportunité et je m'engage directement. Quand je m'engage directement, là je passe d'un autre statut, c'est-à-dire d'appeler du contingent, je suis engagé, je signe un contrat de 3 ans, je fais ma formation et je vais au stage commando. Le stage commando des commandos marines, en toute humilité, c'est un des stages commando les plus durs presque au monde. Et tout au long de ta carrière, tu vas le recommencer, tu vas être testé en fonction de ta progression dans la structure hiérarchique. Et 9 semaines éprouvantes, et je sors sans le savoir, puisque le jour de la cérémonie, on me dit que je suis major du stage commando, et on me remet mon béret vert et la symbolique de la dague des commandos, puisqu'on est originaire des 177 Français qui ont débarqué en Normandie, commando Kiefer. Pour ça, le béret vert et badge à gauche, qui rappelle l'armée anglaise. Et là, oui, là, j'ai senti la valorisation. Je me suis senti tellement bien, et qu'à partir de cet instant, je me suis dit, dans la vie, il n'y a plus rien qui m'arrêtera. Mon instructeur du stage commando, Denis, nous disait tout au long, quand vous allez sortir du stage commando et que vous serez breveté, peu importe le temps que vous allez faire, tout le temps où vous allez rester dans la marine, mais à partir de cet instant, vous êtes capable de serrer la main au président de la République comme au dernier des clochards, et vous ne serez plus jamais pris à dépourvu. Vous avancerez toujours de l'avant, et vous serez toujours prêt physiquement ou psychologiquement. Voilà. Là, j'ai senti la valorisation, et ce qu'elle représentait, et ce qu'elle pouvait procurer humainement parlant. Comment s'est passé ton stage des commandos? L'enfer. L'enfer. C'est très très dur. Mais cette souffrance, par rapport à d'autres, moi je l'ai abordée dans un esprit de rédemption. Plus je souffrais, plus je me lavais. Il ne faut pas prendre ça au premier degré en disant « ce mec-là c'est un maso ». Pas du tout. Mais j'avais tellement besoin d'évacuer tout ce que j'avais pu faire précédemment, tout ce qui n'était pas moi, que le stage commando, malgré la souffrance, malgré la tourmente, a été pour moi une libération.
Tu l'as senti immédiatement, la libération, ou ça a été que plus tard? Immédiatement, dès qu'on m'a remis mon béret vert et ma dague, je me suis dit, je suis fait pour ça, j'ai trouvé ma voie. Et j'ai servi 22 ans. Et pendant le stage, pendant la souffrance, pendant les jours de stage, pendant les nuits, Pendant la souffrance, j'étais pistard. À aucun moment, tu dois montrer une faille. C'est-à-dire que tu dois être l'exemple. L'exemple est le meilleur moyen d'influence. À aucun moment, quand je souffrais, je devais montrer aux autres. Parce que tu n'es pas là pour surpasser les autres. Tu es là pour tendre la main au plus faible, pour essayer de l'amener au même niveau que toi. Et le stage est fait d'une manière où tu vas pouvoir t'exprimer individuellement, physiquement, techniquement. Et c'est dosé d'une manière que tu peux le faire autant dans la collectivité, en collectif, avec la respiration collective. Et donc c'est un juste dosage qui n'a pas changé depuis la Seconde Guerre mondiale, où nos anciens étaient formés en Écosse, à l'école Lacnalary, où tous les volontaires français sont venus pour pouvoir débarquer en Normandie. Et ce côté rustique n'a pas changé, et ce côté physique et mental non plus. c'est quoi qui a été le plus dur pour toi à ce moment-là? C'est le physique ou le mental? Les deux étaient très durs, mais comme je te l'ai dit, moi j'étais en rédemption. Je me souviens au départ de parcours, de me mettre dans une flaque d'eau, de m'envoyer de l'eau sur les biceps parce que j'avais tellement des tendinites sur les biceps et sur les bras que quand j'arrivais, le peu de temps qu'on pouvait passer pour manger un morceau, je ne pouvais pas lever ma fourchette. Le fait de mettre cette eau boueuse sur les bras, j'avais l'impression que ça me soulageait. Et à l'instant où j'étais dans l'effort ou à l'instant où je démarrais, j'oubliais toutes les phases de souffrance. Mais tout est dur, tout a été dur. Mais tu le prends d'une manière tellement personnelle et valorisante que tu avances. Quelle a été l'épreuve dans ce stage qui a été la plus dure pour toi? C'est un exemple précis dont tu te souviens? Moi, je souffrais en marche. Marche qui vient de l'anglais, qui ne veut pas dire marcher, mais courir. Un homme qui court est un homme qui s'entraîne. La plupart du temps, tu ne marches jamais, tu fais que courir. Tous tes déplacements sont en courant, et les marches les plus lourdes, tu as 17 kg sur le dos, pour courir 30 km. Et un jour, j'ai fait la marche de 12, on l'appelle la 12 poteaux, parce qu'elle se passe à Gabre, et c'est une marche qui se fait sur des dunes sableuses. Tu fais 6 km dans un sens, et on l'appelle les 12 poteaux, parce qu'il y a des poteaux télégraphiques qui ne sont pas reliés, et qui te servent de main courante. Tu cours dans des dunes sableuses, jusqu'à la rivière d'Etel, la barre d'Etel, 6 km, et là tu fais demi-tour et tu reviens. Et dans les marches, j'étais toujours à l'arrivée dans le premier tiers. Et ce jour-là, je pars avec l'instructeur qui mène, je fais les 6 km et je suis toujours devant. Et au point tournant, j'accroche l'instructeur et je finis premier à cette marche. Mais avec une souffrance, j'ai été chercher au fond de moi-même. Quand je suis arrivé, j'avais l'impression qu'on m'avait aspiré de l'intérieur. J'ai souvenir de l'instructeur qui me dit « Tu vas à ton sac pour boire un coup et si tu as quelque chose à manger, prends quelque chose ». J'avais un gros tube de lait Nestlé, le lait concentré. Et je l'ai pris d'une traite, je l'ai avalé d'une traite. Parce que j'avais l'impression que j'avais été aspiré de l'intérieur par la souffrance. Ce stage termine, tu es récompensé par le fameux et mythique béret vert. Comment s'est passée ta carrière dans la marine? J'ai une belle carrière, hein. Je le dis en toute humilité. Je ne l'ai pas vu passer. Je sers 22 ans. Je sors de mon stage commando, je pars en opérationnel au commando de Montfort. Je sers à Montfort, je reviens faire mes cours comme chef d'équipe. À l'issue de mon cours chef d'équipe, tu refais un stage commando chef d'équipe. Je retourne à Montfort. Je sers à Montfort en opérationnel encore. J'ai la chance d'aller rapidement au brevet supérieur, ce qui me permet de faire mon brevet supérieur, d'être de suite ce qu'on appelle au cadre de Mestrance, ça veut dire tête de carrière. À l'issue de mon brevet supérieur, je retrouve mon ancien commandant de Montfort qui est commandant du stage commando. Il me demande de venir avec lui. Je suis instructeur au stage commando. À l'issue de mon stage commando, au bout de 13 ans d'opérationnel à Lorient, je vais faire 3 ans de repos en Normandie. Et après, je reviens au commando de Montfort et je finis ma carrière en beauté comme instructeur au stage commando.
Voilà, je t'ai résumé en l'espace de moins d'une minute 22 ans de carrière où je termine maître principal, c'est-à-dire pour les terriens adjudant-chef. Et j'ai une belle opportunité dans le civil. Je vois cette fenêtre qui s'ouvre, je la saisis. J'ai 40 ans et je m'en vais. Sans aucun regret. Je suis au top de ma forme. Je suis bien dans la marine. Mais je me dis, il y a des jeunes qui poussent derrière, qui sont beaucoup plus physiques, beaucoup mieux que moi. Et j'ai une opportunité. Et comme à ma première étape de ma vie, je la saisis. Moi, je vis ma vie comme des livres sur l'étagère. Je prends un livre, je le prends, je le repose, je le prends, je le repose. Et sans aucun regret, je recommence une carrière dans le civil avec tout ce que m'a donné la marine, tout ce que m'a apporté les commandos. Comment ta carrière t'a affecté personnellement entre le moment où tu as été béret vert et le moment où tu as terminé ta carrière? Tu parles affecté sur le plan émotionnel? Émotionnel, psychologique. Quel est l'homme qui est rentré dans la marine et quel est l'homme aujourd'hui? C'est le même sur la philosophie. Là où j'ai souffert, c'est quand j'ai quitté la marine que je me suis retrouvé dans le civil. Chez nous, les hommes des forces spéciales, on vit dans un cocon. On est entre nous. Et même si on va vivre des choses qui sont très dures, on va les évacuer entre nous. Et on est protégé, on s'autoprotège. Et on est capable de faire abstraction de ce qui s'est passé, de retrouver une vie tout à fait normale à l'extérieur. Et on est entre nous, on vit entre nous. Et quand je suis arrivé dans le civil, j'ai pris une claque énorme sur le côté relationnel et humain, où j'avais perdu tous mes repères. J'ai commencé à toucher du doigt le mot méfiance. Il n'y avait pas de valorisation envers les individus. Les gens avaient l'impression, j'avais l'impression que les gens trichaient. Le manque de franchise, le manque d'honnêteté, le change et la permute a été très très dur. Voilà. Maintenant, j'y suis arrivé, mais j'ai jamais changé ma philosophie. Je me suis dit, c'est pas moi qui vais m'adapter à ça. Moi, j'étais persuadé que j'étais dans la vérité. C'est les gens qui vont s'adapter à moi. Et ça s'est fait comme ça. Et je pense que j'ai pu faire découvrir à des tas de personnes les valeurs qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes et qui permettent d'avancer et qui permettent d'être soi-même sans tricher, quoi. Pour toi, ce qui a été plus dur, c'est le passage de la vie militaire à la vie civile ou ce que tu as vécu dans ta vie militaire? Ce que j'ai vécu dans ma vie militaire, c'est à moi. Ça m'appartient. Et je ne l'échange et on l'échange qu'entre initiés, quand on se retrouve et qu'on se voit. Le plus dur psychologiquement, je dirais presque, c'est le passage à la vie civile, où il a fallu que je m'adapte à ce monde qui n'était pas le mien. Aujourd'hui, ça va, il n'y a pas de souci. J'ai créé dans la foulée une association, le Maritime Combat, où je fais des stages d'aguerrissement, j'ai un club de sport de combat, et j'amène les gens du civil, tout âge confondu, tout sexe confondu, à leur donner et à adapter tout ce que j'ai appris dans le militaire pour leur donner aux civils et leur faire connaître un petit peu, leur faire toucher du doigt ces valeurs qui permettent d'avancer et de se projeter avec beaucoup plus d'aisance et d'assurance. Comment tu t'es senti à ton départ de ta vie militaire? En dehors, pas seulement comment tu as vu la vie civile, je parle de toi intérieurement. Est-ce que tu as senti quitter une partie de toi? Est-ce que tu es parti avec fierté? Tout ce que tu as ressenti à ce moment-là? Je suis parti avec fierté parce que quand j'ai quitté l'institution, on appelle chez nous, tu fais un pot. De départ, il y avait du monde, j'ai été énormément gâté, les mots qui ont été prononcés m'ont touché. Et puis j'avais en toute humilité une aura. Et j'ai eu la chance de faire 2 fois instructeur au stage commando. Donc si tu veux, j'ai formé des jeunes qui partaient après en opérationnel. C'était le diamant brut et je leur mettais le pied à l'étrier. Il y en a qui sont encore aujourd'hui opérationnels et qui ont des carrières magnifiques. Le vide a été dans le civil au départ. Et ce que les gens ne savaient pas, c'est que moi, j'ai fait 4 mois de formation gratuite en entreprise. C'est-à-dire que c'était encore le ministère de la Défense qui me payait. Et j'avais le choix à l'issue de revenir dans la marine. Et je me souviens une fois, mon poste à responsabilité que j'ai pris, m'être arrêté sur le bord de la route dans ma voiture de fonction.
mettre les mains sur le volant et me dire « Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ?» C'est la plus grosse des bêtises. Et après, chasser le naturel et revient au galop, les fondations qu'on a, nous, et par où on est passé, je me suis dit « Mais qui peut t'impressionner? C'est toi qui vas t'adapter ou c'est eux qui vont s'adapter ?» Et je me suis dit « C'est eux qui vont s'adapter et je vais mettre le pied à l'étrier et je vais leur montrer comment ça fonctionne. » Et ça s'est fait comme ça. Mais vraiment, je le dis, pas physiquement, mais mentalement, ça a été dur parce que ça a été un changement de vie radical. Et aujourd'hui, au stade où tu en es, est-ce que tu arrives à faire abstraction dans ta tête de tout ce qui a pu se passer dans ta vie militaire? Ou est-ce que c'est encore présent aujourd'hui et ça peut t'affecter dans ta vie? Non, on a des sas de décompression. Comme je te l'expliquais précédemment, quand on est entre initiés, on se remémore, on se raconte, on parle, on discute. Il n'y a pas besoin d'aller voir du monde. Et aujourd'hui, Dieu sait que si ça existe au sein du ministère de la Défense, il y a ce qu'on appelle des sas de décompression où les gens vont voir des psys autour de missions. Et c'est bien, ça permet d'aider, ça permet de décompresser parce que souvent, nous sommes des personnes comme des bombes à retardement en fonction. Mais ma génération à moi, on se retrouve en initié et on est capable d'évacuer tout ça. Aujourd'hui, ils ont bien pris le problème à corps au ministère de la Défense et ils arrivent à faire évacuer ça aux gens, ce que je t'expliquais précédemment, par des cellules opérationnelles psychologiques qui permettent de tout ce qu'on a vécu. Dans le civil, quand on a besoin de ça, je retrouve mes frères d'armes, on arrive à échanger, on arrive à évacuer, mais ça n'a pas d'incidence sur ma vie civile et ça ne m'impacte pas parce que on est des hyperactifs et on trouve toujours le moyen de remplacer ce qui nous manque, l'adrénaline, bien sûr à une graduation qui est différente et le dosage est différent, mais par contre l'envie, la détermination et la passion sont toujours là. Donc on se nourrit de ça et on cède dans le civil. On n'est pas impacté, mais par contre on se sert de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a vécu pour faire un parallèle avec notre vie actuelle et s'en servir pour avancer. Ouais. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui, Marius? Mais moi, je suis un homme heureux, moi. C'est d'être heureux. Il faut vivre heureux. Pourquoi? Parce qu'heureux et être heureux, c'est bon pour la santé. Et il y a surtout quelque chose, c'est que ça fait chier les cons. Donc, c'est un grand plaisir. Quand les gens te voient heureux, pour une majorité des personnes, ça les ennuie. Et pour être vulgaire, ça les emmerde. C'est pour ça que moi, j'aime bien être heureux. Et tous les jours faisant, le fait de mettre un pied à terre et d'être là, d'être en vie, je suis heureux. Et qu'est-ce qui continue à te driver, à te motiver aujourd'hui? Ma famille, ma femme, mes enfants et mon dernier petit garçon qui a 21 mois. C'est des rayons de soleil pour moi. C'est très important, ces fondations-là qui me permettent d'être bien au quotidien, même si c'est pas facile tous les jours, parce que je suis pas quelqu'un de facile à vivre avec une hyperactivité. Et au-delà de ça, mon association, mon club de sport de combat où je vais enseigner, mon association avec laquelle je fais des stages, le fait de faire des conférences et d'apporter peut-être aux gens mon expérience pour les aider à avancer, toutes ces choses-là sont quelque chose qui me permet d'être heureux au quotidien et de vivre, quoi. Voilà, il ne faut pas grand-chose dans la vie, hein. Le fait d'échanger, de communiquer et de parler. On est souvent coupé du monde avec et je m'en sers, Dieu sait moi aussi, des réseaux sociaux, tout ça, mais à bon escient, Internet, la désinformation, les affabulations font des fois beaucoup de mal aux gens et beaucoup de personnes sont greffées ou vivent que par rapport à ça. Mais la réalité de la vie, je ne peux pas le faire, je ne peux pas taper parce que je suis allongé sur le divan, mais c'est le sol et être ancré dans le sol et tout ce qui nous entoure, le vivre, le voir, l'apprécier et échanger. Et pour finir, Marius, si tu pouvais t'adresser aujourd'hui à ton toi de 16 ans, qui était un voyou, qu'est-ce que tu lui dirais pour changer sa vie? Si aujourd'hui j'étais face à moi à 16 ans, je ne sais pas ce que je lui dirais. Je lui dirais ne change rien. Continue, maîtrise ta limite et refais exactement ce que j'ai fait à un moment donné. Parce que, comme je l'ai dit et comme je l'ai précisé, rien n'est écrit.
Il faut surtout de l'intelligence, de l'humilité et de la remise en question permanente. Et il y a une chose qu'il ne faut pas franchir, c'est la limite, tout en étant respectueux, et c'est ce que j'ai fait. Même à l'époque où j'étais un petit voyou, j'avais un grand respect et une loyauté, et je n'aurais jamais été à la limite des choses, parce que j'avais un frein qui était au fond de moi et qui m'a permis de contrôler ça. Ayez toujours le contrôle de vous-même et n'allez pas chercher de la substitution dans tout ce qui va être drogue, alcool ou autre chose. Soyez vous-même. Et je pense qu'il m'a aidé, c'est que moi je gardais les pieds sur terre et je voulais à aucun moment qu'aucune substance ne puisse me changer. Et c'est ce qui m'a permis de rester moi-même. Donc à ce jeune de 16 ans, je lui dirais, continue à être sain de corps et d'esprit, et si la fenêtre s'ouvre, saisis l'opportunité en ayant une philosophie d'honnêteté, de droiture, et tu le reflèteras envers les autres quand tu te regardes dans le miroir. Marius, je te remercie pour ta confession et pour ton passage sur mon divan.